Si vous pensez que l'interprétation de Jonathan Banks dans le rôle de Mike Ehrmantraut dans les séries Better Call Saul et Breaking Bad n'a pas reçu la reconnaissance qu'elle mérite, vous vous trompez lourdement. Jonathan Banks a été nommé 2 fois aux Emmy Awards pour le meilleur second rôle masculin. La première fois pour son jeu dans la série Breaking Bad, la seconde pour Better Call Saul. Le rôle a également été salué par une nomination de l'Association des critiques hollywoodiens. Et ce ne sont pas toutes les récompenses. Mike Ehrmantraut est devenu un personnage assez réaliste et complexe. Dans cette vidéo, nous allons parcourir le parcours de vie de Mike, nous arrêter à chaque étape, et j'en ai compté 12, pour comprendre comment Ehrmantraut est passé de policier à bras droit d'un trafiquant de drogue. Et finalement, nous répondrons à la question, quel genre de personnage est-il ? Notre première rencontre avec Mike a lieu sur le parking du tribunal local. Un homme déjà proche de l'âge de la retraite ouvre et ferme la barrière et veille au respect des règles. C'est ici que Mike rencontre pour la première fois l'avocat James McGill, avec qui il est constamment en conflit à cause du manque de vignettes de stationnement. Merci de m'avoir redonné confiance dans la justice. Et maintenant, soit vous payez 3 $, soit vous retournez chercher un autre autocollant. Mais en réalité, ce n'est pas le début de l'histoire de Mike Ehrmantraut. Tout a commencé au Vietnam. Mike Ehrmantraut est un vétéran de la guerre du Vietnam. On ignore son grade et son unité, mais il est très probable que Mike ait été tireur d'élite. M40. Je vois que tu la connais. Oh oui, on peut dire ça comme ça. C'est ainsi que Mike a développé sa réticence à tirer. Qui pourrait voler quelques centaines de milliers d'argent de la drogue et laisser un témoin? Qui n'aurait pas tué ce pauvre type? Toi. La police, c'est une option tout à fait logique pour quelqu'un qui revient de la guerre et qui maîtrise parfaitement les armes. Mike devient policier en patrouille à Philadelphie. Il va passer plus de 30 ans à ce poste. Il fait son travail honnêtement et professionnellement et tout se passe comme il faut. Mais au commissariat de Philadelphie, tout ne se passe pas aussi bien. Il s'avère que le commissariat où travaille Mike est complètement corrompu. Détournement d'argent confisqué aux bandits, protection de commerces illégaux. Ceux qui n'y participent pas directement, mais qui sont assez intelligents pour tout deviner, reçoivent une part, ce qui constitue en fait le prix de leur silence. Et Mike décide qu'il est temps plus simple de suivre le courant et de ne pas intervenir. Prendre l'argent et l'utiliser pour une bonne cause. Prends l'argent et achète quelque chose de bien. Cet événement est un tournant dans la vie de Mike, comme il le dira lui-même des années plus tard. Le 17 mars 1984. Le jour de mon premier pot de vin. Chaque employé du commissariat, y compris Ehrmantraut lui-même, était impliqué dans un système de corruption. Son fils Matthew Ehrmantraut est venu un jour demander conseil à Mike. Matthew s'était vu proposer un pot de vin par ses propres collègues et il ne savait pas quoi faire. Son père avait toujours été son exemple. Et j'étais un exemple pour lui. Mike a été obligé de révéler la vérité à son fils, qu'il participait lui-même exactement aux mêmes combines. Et alors je lui ai dit. Je lui ai dit que j'étais pareil. Mike conseille de ne pas résister et de suivre le courant, comme il le fait lui-même. J'ai forcé Matt à prendre l'argent. Finalement, Mathieu prend l'argent sous la pression de son père. Mais les policiers, voyant ses hésitations, préfèrent ne pas lui faire confiance, craignant qu'il les dénonce. Ces deux-là ont suffi d'un indice qu'il pourrait agir correctement. Il était peu fiable. On ne lui faisait pas confiance. Et ils tuent Mathieu. Mike découvre vite le meurtrier de son fils et décide de se venger. Il tend en fait un piège aux 2 flics qui ont tué son fils. Faisant mine d'être ivre, Mike les rejoint au bar et affirme tout savoir. Je sais que c'était vous. Les flics tentent
voyant que le vieil homme est tellement ivre qu'il tient à peine debout, décident que c'est le meilleur moment pour s'en débarrasser. Ils attendent à ce que Mike sorte du bar et lui proposent de le raccompagner. Le raccompagner? Je vais y aller à pied. Allez, allez, ne sois pas têtu. Allez, laisse-nous te raccompagner. Monte. Pendant ce temps, Mike fait semblant de ne rien comprendre. Ils lui prennent son arme. Hé, qu'est-ce que tu fais? Hé, rends-moi ça, c'est à moi. Il ne voit même pas que Mike dissimule un second pistolet sous le siège en montant dans la voiture. Il l'emmène dans une rue déserte où il prévoit de le tuer. Et il ne se doute même pas que tout cela est un piège, et que c'est Mike qui les a attirés ici. J'aurais fait la même chose. Le même jour, Mike part pour Albuquerque, comme prévu. Il en parle exprès à voix haute au barman, sachant que son départ imminent pourrait être lié au meurtre des flics. Mais si lors de l'interrogatoire du barman, ils comprennent que Mike avait prévu son départ avant le meurtre, cela lèvera en partie les soupçons. Albuquerque, Nouveau-Mexique, c'est là que je vais. Là-bas, il y a plein de tarentules. Lors d'une fusillade, Mike est blessé à l'épaule et ne peut donc pas consulter un médecin classique. Étant quelqu'un qui s'y connaît en gens, il demande au chauffeur de taxi qui pourrait l'aider dans cette situation. Francisco? Oui. Tu connais la ville? Oui, bien sûr. D'accord. C'est ainsi que Mike tombe sur le vétérinaire, un homme qui gagne sa vie grâce à ses contacts. Il met en relation ceux qui veulent faire quelque chose d'illégal avec ceux qui peuvent te le faire pour eux, et il trafique aussi des marchandises illégales. C'est vous qui avez recousu ça vous-même? Pas mal. Bien. C'est là qu'il décroche son premier emploi illégal à Albuquerque. Le vétérinaire le présente à Price, un homme peu intelligent qui tente de gagner de l'argent en vendant illégalement des pilules. Je ne vais pas m'attarder sur Price. C'est un type vraiment hilarant à cause de sa stupidité. L'intrigue avec Price est l'une des plus amusantes dans A Better Call Saul, et vous pouvez toujours la revoir. Si j'ai besoin d'un pistolet, je lui en prendrai un. Qu'est-ce que... espèce de salope? L'essentiel, c'est que l'acheteur de ce fameux Price n'était autre que Nacho Varga. Et vous avez déjà compris où mène ce fil. Salut. Impressionné par le travail de Mike avec Price, Nacho lui propose de bosser pour lui. 50 000 pour tuer son patron Tuco Salamanca, qui commence vraiment à perdre la tête à cause de la drogue. Nacho pense qu'il ne pourra se protéger que si Tuco disparaît. Tu t'approches et tu te mets à côté de la caisse de Tuco. Un coup dans la tête et tu te barres. Facile. Mike pense que s'il tue Tuco Salamanca, cela finira par se savoir. Il vaut mieux faire en sorte que Tuco aille en prison. Il élabore un plan. Il provoque Tuco pour qu'il l'attaque et le retient jusqu'à l'arrivée de la police. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, lâche-moi. Allez, lâche-moi. Et tout irait bien, mais Tuco, le patron de Nacho, a aussi son propre patron. Et ce n'est autre que Héctor Salamanca. L'oncle de Tuco, Héctor Salamanca, entre en contact avec Mike. Et tu sais quoi? Il devrait aller en prison, mais pas pour 8 ans. Il propose à Mike de dire à la police que le pistolet de Tuco appartenait en réalité à Herman Trout, afin de réduire la peine de prison de Tuco. J'aimerais que tu dises à la police que l'arme était à toi. Un conflit éclate entre eux, au cours duquel Mike, sous pression, accepte finalement les conditions d'Hector, mais exige 50 000 en échange. J'aurai l'argent ou personne ne sortira d'ici. Je l'avais dit, des couilles comme un taureau. Mais avec le temps, Mike décide qu'Hector est une menace pour lui et ses proches. Et la seule solution, c'est d'éliminer Hector. Mais il découvre bientôt qu'une personne plus intelligente et calculatrice l'observe.
Tu peux expliquer ce qui se passe? C'est ainsi qu'il rencontre pour la première fois Gustavo Fring. Fring est contre le meurtre d'Hector car il pense que... La mort d'Hector Salamanca ne m'intéresse pas. Après un certain temps, Gustavo propose un travail à Mike, ce qui constitue en fait la première embauche officielle d'Herman Trout par Fring. Vous m'avez appelé pour une demande. Alors, arrêtez de tourner autour du pot et dites-moi en quoi consiste le travail. Tout commence par un travail apparemment anodin. Il faut secrètement trouver un ingénieur et du personnel capable de construire un bâtiment souterrain, qui sera plus tard rien d'autre qu'un laboratoire souterrain où travailleront Walter White et Jesse Pinkman. Qu'est-ce que c'est? Votre nouveau labo. Tout commence de façon inoffensive, mais ça finit assez salement. Il n'y a vraiment aucune option? Progressivement, les missions de Fring deviennent de plus en plus sales, et dans la série Breaking Bad, on voit déjà Mike comme la main droite de Fring, et il n'a déjà plus aucun scrupule à faire n'importe quel travail. Nous arrivons à la dernière étape de la vie d'Herman Trout. Le premier pot de vin a conduit au meurtre de son fils. Le meurtre a mené à la vengeance. Au cours de sa vengeance, il a été blessé à l'épaule. La blessure l'a mené chez le vétérinaire à Price, Price à Nacho, Nacho à Tuco, Tuco à Hector, Hector à Fring et Fring à Heisenberg. Walter White, alias Heisenberg, élimine Fring de la main, ou plutôt du doigt, d'Hector Salamanca. Et Mike est obligé de lier sa vie à celle de Heisenberg. Je ne vais pas énumérer tous les détails de cette collaboration, mais comme on le sait, tout se termine de façon très tragique. Dans un accès de rage, Walter tue Mike. Voilà tout. Mike commence comme un héros de guerre, un policier, et finit comme un criminel impliqué jusqu'au cou dans le trafic de drogue, tué par son complice. La motivation de Mike n'est pas aussi évidente qu'elle le semble. Le fait-il seulement pour l'argent, comme Saul Goodman? Non, il conduit une vieille voiture et s'habille très modestement. Il refuse même de l'argent alors qu'il pourrait ne pas le faire. Qu'est-ce que coste? 25 000. Pourquoi? Nous avions un accord et je n'ai pas réussi. Il refuse catégoriquement de prendre de l'argent qu'il n'a pas gagné. Pour le pouvoir, peu probable aussi. Il ne cherche pas à devenir Heisenberg ou un second Fring, même s'il le voulait, il pourrait essayer de le faire. Pour la reconnaissance, non, quand il fait quelque chose, il ne juge pas nécessaire de l'afficher. Attends. Pourquoi m'as-tu laissé m'en tirer? Je retourne au travail. Pars pendant que tu es en avance. Ou alors, c'est pour tes proches. Il y a des gens qui m'attendent à la maison. Ils ne savent pas ce que je fais et ils ne le sauront pas. Ils sont protégés. C'est plus proche, mais ce n'est pas sa motivation principale. Le fait est que Mike n'agit pas sous l'influence d'un seul sentiment. C'est tout un cocktail d'émotions intérieures, notamment la culpabilité liée à la mort de son fils. J'ai forcé Matt à prendre l'argent et 2 jours plus tard, il a été tué. À cause de moi, il est devenu comme moi. La honte. J'étais un exemple pour lui, et j'ai dû lui montrer que je suis dans la même merde que tout le monde. La haine du système et surtout des policiers. Regardez le mépris qui brille dans ses yeux quand un policier lui tape sur l'épaule. Ah, tu peux m'aider. Fais une bonne action. Bien sûr. Il n'a pas besoin d'argent ni de reconnaissance. Il a perdu foi dans le système, dans la justice. La seule chose qui lui reste, c'est la famille de son fils. Et il essaie de leur donner tout ce qu'il peut, pour étouffer en lui ce sentiment de culpabilité. De quoi parle le personnage? Quelle a été l'erreur de Mike? Et tout a commencé quand une idée douteuse s'est glissée dans la tête de Mike. Qu'en faisant le mal d'une main, on pouvait faire le bien de l'autre. Prends l'argent, dépense-le pour quelque chose de bien. L'argent acquis illégalement peut servir une bonne cause.
Si ce n'était pas pour cette décision, il aurait peut-être pris sa retraite et serait mort de vieillesse entouré de ses enfants et petits-enfants. On peut être le bras droit d'un trafiquant le jour et un grand-père attentionné pendant ses loisirs. De quoi parle ce personnage ? Oui, en fait, de la même chose que toute la série Better Call Saul. Du choix que nous faisons et de ses conséquences. Mike Ehrmantraut a fait son choix une fois, en acceptant son premier pot de vin dans la police, ce qui a déclenché une chaîne d'événements qui a changé et bouleversé toute sa vie. Tout commence par le choix d'une voie. Nous faisons le premier pas, puis le deuxième et le troisième. Avec le temps, on réalise que ce n'est plus nous qui choisissons notre chemin, ni façonnons notre destin. Désormais, le chemin choisi nous guide. Nous ne sommes plus que de simples passagers dans ce voyage. Et à chaque kilomètre, il devient de plus en plus difficile de changer quoi que ce soit.